Alors c'est une expérience, je sais même pas si ça va marcher. Je rappelle les données. Là on est début mars, c'est quelque chose qui a commencé vers le 20-22 décembre en road trip en sud de Bretagne, de voir tous ces bistrots dans les zones périphériques, de s'apercevoir du nombre de ces établissements, puis dans les centres-villes, et puis tu peux même pas trouver un coin où t'asseoir pour un café. Bon, c'est venu comme ça sur une espèce de rocher sur la côte sauvage à Quiberon, une espèce de bistrot là, planté juste devant les vagues. Tout était archétype, les chaises derrière la vitrine. Et puis là, c'est ça qui est venu à macérer. Combien de lieux comme ça tu as visité? Dans combien de ces lieux tu t'es assis pour un moment avec l'ordi, ou bien avant les temps de l'ordi, jusque depuis l'enfance? Et puis, même si tu cherches uniquement les bistrots, qu'est-ce que ça va lever de coin de ta biographie que t'es jamais trop allé voir? L'année de prépa à Angers, les Bordeaux comme tu le découvrais quand tu étais si mal aux arts et métiers. Et l'envie est venue de ça. Bon, sans doute, là, c'est l'anniversaire de la mort de Georges Perec en 1982, un 2 mars. Mais je ne suis pas exactement dans le projet de Perec. Perec, lui, il veut vraiment inventaire des lieux où j'ai dormi, parce que pas son père, pas sa mère, et jusqu'à 11 ans ou 14 ans, cette succession de choses grises avec les mêmes typologies, les dortoirs, les cantines, les couloirs, les salles de classe, et puis rien d'autre. Moi, c'est différent, mais je suis quand même parti sur l'idée d'un inventaire et l'idée de m'accrocher, d'écrire, même si c'est lacunaire, ces souvenirs de bar, bistrot, resto, et le livre s'appelle comme ça, bar, bistrot, resto, et depuis j'ai rajouté une autobiographie, à cause de autobiographie des objets, oui, ça ferait une sorte de deuxième volet. Eh bien, j'ai pas cessé depuis le 20 décembre, donc ça fait bientôt 2 mois et demi. Bon, il y a des jours t'es en panne, mais d'autres jours tu rattaques. Là, en ce moment, c'est plutôt le contraire, à se dire t'es lancé, et puis il faut renouveler les figures par rapport au temps, par rapport à comment tu vas accumuler sur une même ville la suite d'endroits dont tu te souviens, ou bien au contraire rester dans une typologie. Je suis revenu aussi dans ces 6 ans où tous les 2 jours par semaine, j'allais à Cergy, 34 semaines par an. J'ai compté, ça faisait à peu près sur 6 ans, 400 jours à Cergy, 190 nuits. Donc tu as les endroits où tu vas dîner, l'endroit où tu prends ton petit-déj, la cantine de la préfecture, là où tu vas avec les collègues le midi en alternant diverses brasseries, plats du jour, ou le sandwich à la boulange. Et ça fait 40 pages. Alors le principe, c'est que chaque bistrot fait une seule phrase. Et là, j'en suis à 236 pages. Et ce matin, c'était le 87e. 87 phrases pour 87 bistrots. Et tout à la fin du manuscrit, j'ai une sorte de liste. Et cette liste, c'est l'inventaire. Là, j'en suis à 264. Alors, je pense qu'il y a un moment où ce ne sera pas la peine d'aller à cette exhaustivité. Toutes les typologies auront été rassemblées. Il y a quelque chose de entièrement neuf que je fais depuis le début de ce projet, parce qu'il y a plus de 5 ans que je n'ai pas mené de livre. Alors, livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière écrite passe en avant. Oui, probablement. C'est des moments où même là, dans la voiture avec l'ordi coincé contre le volant, j'aime bien ça le matin, en allant à un coin là, sur la zone nord où tous les artisans, tout ça, passent prendre les cafés en gobelet, enfin des choses qu'on fait émerger comme ça, le Covid. Le seul bistrot, c'est le parking. Bon, ça a beaucoup contribué à l'avancée de mon texte. Et toutes les semaines, dans l'espace privé, dans l'espace Patreon, lien ci-dessous, je tiens le journal de cette écriture. Et c'est très bizarre, c'est dangereux, parce que quand tu parles de l'écriture, est-ce que ça ne va pas enlever de ton livre
un risque, une dimension? Ou au contraire, est-ce que précisément parce que tu peux parler de l'écriture dans le journal, ça libère le livre pour s'en tenir à cette présence des choses, des routes, des intérieurs, des images qui te reviennent, et puis finalement, comme une sorte d'autobiographie d'écriture. Là, j'en étais au point, là, dans ce 8e épisode du journal, donc uniquement pour les contributeurs, j'en suis désolé, mais c'est aussi cette partition-là qui permet de dégager un espace plus expérimental, on parle différemment, et en ce moment c'est hyper précieux, se dire, et si tu ne gardais que le journal, et que le livre finalement, peu importe, il s'en ira, mais tu auras parlé écriture avec ça. Alors, quelque chose important pour moi dans ce travail, c'est que je ne relis pas. Quand je suis prêt, des fois il faut attendre plusieurs jours, être prêt à ouvrir cette dimension, et ça part pour une phrase. La phrase, quand tu commences, tu ne sais pas si elle va être 10 lignes, si elle va être 2 pages, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7 pages. Dans l'intérieur de la phrase, évidemment, tu as des tirets, tu as des doubles points, tu as des parenthèses. Et cet exercice formel, c'est ce qui me permet de traverser la suite de ces figures qui sont évidemment répétitives. Tu prends un café, tu as une table, tu as ton ordi, il y a un serveur, tu manges un plat du jour. Ouais, mais c'est tout autour du monde. Est-ce que c'est tout autour du monde? Ben ouais, mais c'est seulement la partie du monde que tu as explorée. Donc c'est tellement minuscule. Alors j'ai jamais relu, et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en lire une fois. Qu'est-ce que c'est la voix de ce texte? J'ai pris celle-ci. Aussi parce que hier matin et hier soir, c'était de la préparation, donc c'est écrit de ce matin. C'est pas du tout ni retravaillé, ni relu, mais j'ai refait le voyage avec Google Street View, et le voyage Google Street View, c'est intégré dans le récit. Si vous voulez bien, on fait l'expérience ensemble. Je crois que c'est à cause de cette disparition des choses. Elles sont restées longtemps. Je recommence. Je crois que c'est à cause de cette disparition des choses. Elles sont restées longtemps, elles semblaient immuables, et puis non, c'est fini. On avait roulé de San Francisco vers le nord, c'était en février 2017, l'hiver là-bas est à même échelle que le reste, mais c'était un beau jour d'hiver, on était arrivé en longeant la côte, on repartirait en traversant Sébastopol, des routes étaient coupées à cause des pluies des derniers jours, alors les déviations nous avaient menés comme on entrerait dans une réalité parallèle ou invisible si seulement traversée par la route droite, et forcément là-bas toujours trop long. On avait voulu ce pèlerinage Bodega Bay à cause des oiseaux de Hitchcock. Mais le lieu a cette présence implacable de lui-même. Le petit port en contrebas. 2 restaurants mais fermés, hors saison. Et puis en haut, ces rues en pente raide, mais quoi, 2 rues et une transversale, dont l'effet qu'elle vous faisait était qu'elle tombait droit dans la mer. On sait bien pour s'être garé sur le parking au bout que ce n'est pas vrai, mais là oui, d'un seul coup, on y était dans un plan très précis du film, au moment de l'attaque de ces sales oiseaux, et toi tu te prends à regarder ceux qui attendent là sagement, tout noir et bourriffé dans l'hiver, sur le désordre compact des fils téléphoniques. Et l'église, elle est où l'église? Tout ici est dispersé. La Bodega Highway qui mène ici est une petite route sinueuse à 2 voies. Certainement pas une de ces autoroutes numérotées, et le centre du village, si on peut dire le centre, oui, puisqu'il y avait une épicerie généraliste, casino, les pompiers, un garage, et donc l'église et cette boutique à l'enseigne Country Store. C'est vers les numéros 17 000 et quelques. Le Country Store au 17 129 Bodega Highway. Bodega Bay, donc juste le port, eh bien une dizaine de kilomètres de l'un à l'autre. Et ça y est, on se garait en bas de l'église, elle aussi sur une pente descendant vers la route. Et c'était bien elle, l'église du film, tout comme derrière l'église, la Potter House, qui en est aussi un élément d'identification ou un élément repérable. D'ailleurs,
l'intérieur, il y a un grand panneau de bois sous verre avec les photos de ce que vous voyez juste devant vous et la même photo dans les plans du film. Et à l'entrée de la Potter House, une injonction d'aller, si possible, photographier ailleurs. Et qu'en tout cas, on n'entre pas. Le film, donc, plutôt comme un puzzle, parce que de lieux unifiés, il n'y en a pas. C'est votre privilège de spectateur qui vous mène à le croire, vous fait recomposer les plans éclatés en lieu d'un seul tenant. Tu imagines le repérage, l'angle précis de la focale, pour que ce puzzle devienne l'illusion majeure, la continuité du film. Oui, là, sur le parking de l'église blanche de Bodega, on est dans ce même trouble qu'à avoir suivi au séjour précédent quelques traces de vertigo, en particulier dans ce grand musée vide de la Légion d'honneur, tout au bord de sa falaise, au sud du haut pont rouge dans ces brouillards. Alors, puisqu'il n'y avait que cette boutique, autant y acheter quelques cartes postales, mais des cartes postales qu'on offrirait, achetées dans le village même qui avait servi de décor aux oiseaux, se rendre à pied, 100 mètres après l'église, jusqu'au country store, avec son faux Hitchcock en plastique planté en smoking sur le trottoir, des mémorabilia du film, dont bien sûr une mouette en plastique dans une des deux modestes vitrines et un de ces doubles panneaux en bois posés en V inverse de l'autre côté de la porte, avec ce qu'on pouvait acheter dans la boutique des sandwichs et des confiseries. Je me souviens aussi d'une rangée de pots de cornichons comme on les trouve en Russie, Ukraine et Pologne, et c'était sans doute lié au fait que des immigrants arrivaient ici où tout était si riant, un peu plus bas dans le bout de la presqu'île de Point Reyes et son phare aux marches fantastiques. C'était une campagne toute écossaise, cette rudesse des fermes de l'Écosse côté ouest, les tourbes de la côte de la Poule. On est entré et bien sûr une vieille cloche a sonné. Tout était sombre, tout était étroit. L'homme qui lisait son journal à une petite table sous la lumière de la fenêtre s'est levé mais nous a laissé visiter. Bien sûr, des cartes postales, on en a acheté une poignée. Un mini Hitchcock en plastique, non, quand même pas. Mais au fond, il y avait ce buffet avec vitrine et dans la vitrine, des photos dédicacées. L'anglais du petit homme était impeccable et il nous parlait de cette actrice, Tippi Hedren. Moi, je n'aurais jamais su en dire le nom, qui, selon lui, revenait chaque année quelques jours dans la région et chaque fois passe le voir. Ces 4 mois de tournage, la violence physique des scènes et les pressions libidineuses du réalisateur, ce n'est pourtant pas forcément pour une jeune femme un souvenir si lumineux qu'un personnage dans un tel film vous devienne ensuite comme une peau dont jamais on ne pourra se dépouiller, même jouant la patronne de bar dans un remake bien mièvre, même veillant à l'exactitude du biopic où une jeune actrice jouera ce que vous étiez 30 ans plus tôt et ainsi de suite. Je pensais que ces bocaux de cornichons n'étaient pas de première fraîcheur et que ce n'est pas dans cette vitrine sombre et presque d'époque comme le film que j'achèterais même un simple donut. Le petit homme affable nous montrait page à page un gros classeur d'articles de presse qui jaunissait. On était dans l'arrière-loge du film et en sortant sur le trottoir dans la lumière d'hiver, le gros Hitchcock de plastique, même salace, même violent, nous était devenu complices. Seulement voilà, quand tu passes ton curseur sur l'horloge des vues dans Google Street View, le Hitchcock de plastique est sur le trottoir en 2012, en 2013, en 2015, en 2017 et nous l'y avons vu en 2017. Et parce que sur chaque image, il est à un emplacement et dans une orientation différente, l'algorithme de Google lui floutant soigneusement le visage comme à un passant ordinaire, bien forcé de visualiser notre petit homme affable sortant chaque matin sur sa porte son Hitchcock de plastique grandeur nature à cause du vent lesté d'un socle de ferraille ou d'un pneu rempli de ciment, je ne me souviens plus. Le tenant donc contre lui à bras-le-corps pour le poser, mais au dernier passage de la Google Car en 2019, les volets blancs sont clos. Clos aussi les volets de l'étage et plus rien dans les vitrines et même plus le panneau en V annonçant qu'ici on peut prendre un café, acheter un donut ou des cornichons ukrainiens. Les mémorabilia du film, est-ce qu'elles sont encore dans la petite pièce close? Probablement. Et le Hitchcock de plastique grandeur nature, tout aussi probablement, discutant à l'infini dans le noir avec ses petits frères
gros comme le pouce ou ceux gros comme votre avant-bras et même peut-être le goéland de plastique bec ouvert. Non, on n'y avait pas placé les yeux dévorés de la première victime du film, mais tu vois, c'était déjà un peu ça quand même. Ensuite est revenu Bodega Bay sur ce parking entièrement décoré de bouées nautiques récupérées, d'oiseaux artificiels de toute taille. C'est pas que ça donnait si confiance, mais c'était le seul lieu ouvert. Et là aussi, une cloche a sonné quand on est entré. Le patron nous a menés dans l'arrière-salle, toute calme, donnant sur la mer. En surplomb, sur le port, plus tard, sont arrivés un chauffeur routier, puis 2 jardiniers mexicains. De toute façon, tu avais choix, burger, fish and chips, tacos. On a pris fish and chips. Il me reste le sentiment de ce calme et cette tranquillité qu'aussi bien le chauffeur de l'immense camion-citerne inox garé à vue de fenêtre que les 2 jardiniers avec leurs outils passant au-dessus du toit de leur Ford pick-up s'installaient à leur place comme d'y avoir habitude et sans considérer que nous, les touristes, dans une saison sans touristes, qu'on usurpait leur salle à manger. Le patron était avenant et poli, on a causé un peu. Hitchcock, non, c'était pas son truc, mais les courses de bateau, là, dans le port, tout en dessous, beaucoup plus. Et où allait la route si on la continuait? Elle suivait, sans lassitude, la côte, vers le nord, vers Point Arena, Fort Bragg, puis s'en écartait avant de la retrouver à Crescent City et continuer via Gold Beach, Coos Bay, Pacific City, Coquille, et finalement Portland. Mais quel voyage ce serait? Mais non, on a longtemps marché sur la plage, ensuite au bord du Pacifique avec ces algues grosses comme des petits arbres, et regret qu'on ne se soit pas au retour arrêté à Sébastopol, que le temps de se charger d'un gobelet grand format de café brûlant au Starbucks pour assurer la route du retour. Oui, Sébastopol, aussi comme un décor de film, là où Bodega Bay n'en constituait que le puzzle si hallucinant mais émietté. Tu aurais fait des photos de Sébastopol sans qu'on sache de quel Sébastopol au monde il s'agissait. La boutique au Hitchcock en plastique te semblait devoir durer aussi longtemps qu'on pourrait prendre plaisir à se faire peur regardant une nouvelle fois les oiseaux, ce qu'il est devenu, le petit homme affable qui aimait tant à recevoir tant d'années après. Tippi Hedren faisant tinter la cloche de sa petite boutique à souvenirs. Tu te dis que tu aurais dû acheter beaucoup plus de ces mémorabilia potiches dans l'ombre et la poussière, et les posters et les affiches, et tant qu'il était encore temps, même ces petits Hitchcock en plastique, et même, pourquoi pas. Imagine que tout ça tu l'aies su, la fin, 2 ans après votre passage, acheter même la boutique tout entière, s'installer là, attendre les visites de Tippi Hedren et vendre à jamais, à toi le tour, les bocaux de cornichons de la vitrine jaunie. Ah, c'est étrange, la première fois qu'on lit quelque chose et que c'est juste écrit là le matin et que ça ressort. Et juste un truc pour finir, c'est que là j'ai plein de retard, des articles à faire, une postface, du courrier administratif, devis facture. Quand tu sors de ça, tu l'as attendu 2 jours, je sais pas, ce matin c'était vers 7h30, puis jusque vers 9h15, donc en gros c'est une grosse heure d'écriture, peut-être un peu plus, mais t'en sors. Oh, ah bah, t'as plus qu'à attendre le lendemain. Voilà mes expériences en cours, avec le complément dans l'espace Patreon, parce que ça, c'est un changement hyper important. Pas seulement le mien, moi je me suis abonné à quelques copains qui lancent aussi leur espace. C'est une autre façon de dialoguer, une autre façon de réinventer dans Internet, j'allais dire, de tenir à bout de bras, dans les mains, dans Internet, des choses précieuses. On ne peut plus forcément faire dans, j'allais dire, la grande surface. La grande surface mouvante, irisée, avec des perles, avec des choses tellement belles. Mais si on veut travailler aussi ce qu'on est artistiquement, il faut qu'on invente aussi d'autres façons. Dans l'œil, c'est tout pour aujourd'hui.